Alors, je vous le disais, nous sommes ensemble pendant 2 jours. Aujourd'hui et demain, un programme riche et intense, en présence de nombreux acteurs et experts venus de partout. L'occasion, bien sûr, pour nous de poser et d'exposer et d'approfondir surtout quelques problématiques. Il sera question du rôle de la femme rurale et nous célébrons, vous le savez, la Journée internationale de la femme rurale. La question de l'accès aux soins et de la protection des populations vulnérables. La promotion de l'ESS dans le monde rural. Bref, ce colloque se veut un rendez-vous pas comme les autres, par son contenu et par sa densité, mais aussi par l'exigence de résultats que s'est fixée l'association que préside Samira Labidi, Entreprendre au Maghreb. De vous recevoir ici en Tunisie, terre légendaire d'hospitalité et d'amitié. La Tunisie, mon pays de cœur, et en tant que franco-tunisienne, je suis très attachée à mes 2 patries, la France et la Tunisie. À travers le colloque qu'organise Entreprendre au Maghreb, en étroit partenariat avec le ministère de la Formation professionnelle et l'OIT, que je remercie vivement pour leur soutien, leur disponibilité et leur confiance. Je souhaiterais incarner la femme passerelle entre les 2 rives, avec une perspective d'échange équitable qui met l'humain au centre de tout projet de développement, et c'est justement la problématique de notre colloque. Alors pourquoi l'ESS aujourd'hui en Tunisie? Je dois vous avouer qu'être militant pour la promotion de l'ESS ne s'improvise pas. Ce n'est pas une mode, même si c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, j'ai envie de dire tant mieux. Il est clair qu'il est le résultat d'un cheminement, d'une conviction correspondant à une certaine vision du monde basée sur le partage et la solidarité. L'ESS se caractérise par une vision d'utilité sociale et non pas par la recherche outrancière du gain et du profit. Partage, équité, solidarité, l'intérêt général avant toute chose, ce sont les valeurs qui ont toujours animé ma vie professionnelle et le lieu naturel dans lequel j'ai baigné. La vie est faite de rencontres. J'ai justement rencontré des femmes et des hommes formidables qui ont guidé mon chemin en consolidant et en renforçant mes convictions. Ma première rencontre à Chamonix, le fief de l'ESS, lors de laquelle j'ai croisé un homme d'une grande conviction, Nicolas Schmitt, ministre luxembourgeois du Travail, de l'Emploi et de l'ESS. Et je regrette amèrement que la délégation aujourd'hui luxembourgeoise n'est pas parmi nous à cause d'un aléa climatique. Cher Nadia n'est pas due à l'aéroport tunisien. Mais malheureusement, la compagnie allemande Lufthansa n'a pas voulu atterrir sur l'aéroport plutôt tunisien, Carthage. C'est plutôt à Djerba, et elle a refusé. Ils étaient même prêts à prendre une voiture et venir jusqu'ici. Et la compagnie aérienne Lufthansa a refusé de leur donner leur bagage. Sachez-le. Voilà. Heureusement que ce n'est pas Tunisair. Merci. Donc, et là, c'est vraiment un pincement au cœur, et je le regrette amèrement, et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire. Voilà. Donc, je reprends. Je citerai aussi, également, Christophe Itier, le haut-commissaire de l'ESS en France, qui est parmi nous, et Dieu merci. Patrice Bergamini, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie. Manuel Tonard, conseiller auprès du ministère des Affaires étrangères européennes au Luxembourg, représenté aujourd'hui, comme il faisait partie de toute la délégation luxembourgeoise, par sa conseillère, Madame Hélène Mételli. Merci, Hélène.
sans oublier l'appui réellement de l'ambassade de Tunisie à Bruxelles, par l'impulsion des affaires étrangères tunisiens. Sir Maïs Genaoui. L'occasion pour moi de remercier d'avoir fait le déplacement, en Tunisie pour assister à notre colloque. C'est là une marque d'une grande solidarité. J'ai également trouvé ici en Tunisie un terrain propice et favorable auprès du ministère et des organisations syndicales, et vient s'ajouter le grand soutien du président du gouvernement, Youssef Cheh. Incontestablement, c'est la meilleure démonstration et l'existence d'une réelle politique volontariste qui a désormais intégré ce mode de gouvernance dans le plan quinquennal 2016-2020. La société civile n'est pas en reste, consciente des enjeux. Elle aspire à prendre son destin en main. Je citerai l'exemple du projet Promesse, lancé en 2016 et mis en place par les Pays-Bas et le BIT. J'espère qu'il sera générateur de résultats prometteurs, comme son nom l'indique. Et j'ajoute le projet de la baisse, et j'en oublie peut-être d'autres sûrement. Oui, projet prometteur pour notre fabuleuse jeunesse, pour les femmes tunisiennes résistantes qui demeurent, malgré l'extrême précarité, le moteur de notre société. Notre pays a soif de justice sociale et la révolution du jasmin a marqué un tournant historique. Sans plus tarder, je passe la parole à M. le ministre. Merci beaucoup. À M. Fawzi Ben Abdelrahman, ministre de l'Emploi. Il faut prévoir des coopératives à 5000 employés, il faut avoir des sociétés d'économie, des entreprises d'économie sociale et solidaire qui brassent des chiffres d'affaires importants, 5 millions, 10 millions, 20 millions de dinars. C'est ambitieux et c'est important. On ne va pas se suffire uniquement aux petits projets dans les régions qui correspondent un petit peu à récupérer ce qui existe. Non, il faut encourager cette économie à être un vrai troisième pilier. Ça, c'est un message extrêmement important. Et pour faire ça, il faut qu'on accompagne tout ça. Une des grandes raisons de succès, une des raisons clés de succès de cette économie, c'est le support financier qu'on va apporter à cette économie. Le support financier, il n'est pas dans le projet de loi. On a essayé d'intégrer quelques articles pour encourager cette économie sociale et solidaire. Par contre, l'architecture générale des textes aujourd'hui de loi en ce qui concerne les incitations financières, elles doivent être dans le code d'investissement et on a beaucoup de discussions avec les ministères concernés sur l'adéquation de mettre dans le code ou pas certaines dispositions incitatives financières. Mais au-delà du code et au-delà des incitations, il va falloir qu'on réfléchisse également, et c'est peut-être un des thèmes clés de ce séminaire, et je vous invite à nous éclairer, et je sais que monsieur le haut-commissaire français à l'économie sociale et solidaire, il a beaucoup travaillé sur le sujet du financement de cette économie. On attend un petit peu de l'aide, des idées novatrices pour financer cette économie. Parce que si on reste avec les mécanismes de financement classiques, on ne va pas trop avancer, on va peut-être se retrouver dans une situation de blocage, parce qu'il ne s'agit pas de faire une loi également, il s'agit aussi de mettre en place tout l'environnement financier. L'environnement financier, c'est un écosystème, tel que nous le concevons, c'est un écosystème financier. Et un écosystème financier qui tient en compte, qui prend en charge, en compte, l'ensemble des stades du développement d'une économie, d'une entreprise d'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est très important. Et on attend avec beaucoup d'impatience les recommandations de votre séminaire à ce sujet. Et qui vont être d'une grande plus-value, valeur ajoutée pour nous. Le deuxième axe important, c'est la formation.
la formation sur l'économie sociale et solidaire, et ça c'est un axe extrêmement important. C'est un domaine nouveau, il va falloir qu'on forme des gens à cette économie, et nous, je peux vous donner un scoop dans ce séminaire. On est en train de penser à transformer, vous savez que nous avons à peu près un certain nombre, je crois on a 13 centres de formation de la femme rurale qui ont été annoncés, qui ont été établis et créés il y a quelques années, il y a à peu près dans les années 80, c'est ça. Hein. Donc ces centres de femmes rurales sont restés un petit peu vieillots dans leur conception. Donc on va essayer de transformer ces centres de formation de la femme rurale, c'est des centres qui existent partout dans la République, on va essayer de les transformer en centres de formation pour l'économie sociale et solidaire. Et on va ajouter peut-être des centres également, des centres de formation à l'artisanat. Il y en a un paquet qui aujourd'hui sont en train également de ne pas bien avoir une vraie vocation. Donc on va essayer de travailler pour qu'on puisse avoir des centres de formation à l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire apporter aux acteurs de cette économie le savoir nécessaire pour développer des entreprises dont la durabilité et dont la pérennité est certaine. Bien sûr, en tant que ministre de l'Emploi, pourquoi alors tout d'abord, je dis deux choses. La première, c'est que le projet en question, ce n'est pas un projet du ministère de l'Emploi. Nous ne sommes que les honorables coordinateurs de ce projet. C'est un projet gouvernemental. C'est un projet gouvernemental et participatif, avec les partenaires sociaux, avec les différents ministères et la présence de mon ami et collègue ministre de l'Agriculture. On est la profonde illustration, même si Mohamed Trabelsi, ministre des Affaires sociales, aurait aimé être là, mais il a quelques obligations. D'autres ministères sont impliqués très profondément dans ce projet de loi, et donc c'est un projet collectif. Nous, on a l'honorable mission de coordonner ces travaux, mais c'est un projet gouvernemental qui a déjà été élaboré sur la base, par exemple, du projet de l'UGTT sur l'économie sociale et solidaire. On a travaillé là-dessus beaucoup, et donc on arrive à un compromis au niveau du comité de pilotage. On est arrivé à avoir des compromis en termes de texte. Le texte aujourd'hui, c'est comme tous les textes humains, est un texte perfectible, bien entendu, mais je dirais, quelle que soit la perfection ou la non-perfection d'un texte, il reste maintenant à considérer l'environnement global. Moi, je considère qu'une clé des succès de l'économie sociale et solidaire, c'est quand cette économie, elle, échappe à ses créateurs, au gouvernement. C'est-à-dire, une clé de succès de cette économie, c'est qu'elle soit appréhendée, accaparée par la société civile, par l'entrepreneuriat privé, et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Et à la limite, je suis à l'aise, et je serai très content s'ils font quelque chose qui ne nous plaît pas. Voilà, c'est ça la clé de succès de cette économie sociale et solidaire, et c'est important qu'elle soit appréhendée et accaparée par les acteurs de cette économie sociale et solidaire. Je termine pour vous renouveler tous mes remerciements. Je souhaite tout le plein succès à ce workshop extrêmement important qui est venu juste, on aurait souhaité qu'il vienne juste après la signature du projet de loi par le Conseil des ministres, mais c'est pas grave, c'est une affaire de quelques jours, peut-être de 2 ou 3 semaines, et j'espère que vos travaux approuveront, éclaireront un petit peu les petits points qui manquent dans notre réflexion. Merci beaucoup à vous tous. On voit le peuple tunisien au monde, à savoir qu'ils ont pris leur destin en main déjà avec la Révolution. Voilà, sans plus tarder, l'autre grand partenaire de ce colloque, vous l'avez compris, l'OIT, l'Organisation internationale. Vous savez, avec le ministre de l'Emploi, j'ai une ressemblance physique, mais pas intellectuelle. J'aurais du mal à prendre la parole après sa grande contribution. Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le haut-commissaire français
français de l'économie sociale, de solidarité et à l'innovation sociale. Je vais citer en particulier M. l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, السيد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري, mon cher ami le représentant du programme des Nations Unies pour le développement en Tunisie, حضرات السيدات والسادة ممثلي المنظمات الدولية, السادة الحضور. إنه من دواعي السعادة والشرف أن أكون معكم اليوم في هذه الندوة الدولية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. واسمحوا لي بالبداية أن أعرب لكم معالي السادة الوزراء يعني وزير التشغيل والتكوين ووزير الزراعة، إذا نشكركم على حضوركم شخصيا لهذا الحفل رغم مشاغلكم الجمة. أيها الحضور الكرام، يأتي تنظيم هذه الدورة وهذه الندوة في وقت تستعد فيه منظمة العمل الدولية للاحتفال بمأموريتها سنة 2019 بإطلاق جملة من المبادرات من شأنها أن تمكنها من مواجهة التحديات التي ستصاحب إنجاز ولايتها في مجال العدالة الاجتماعية في المستقبل، في وقت لا يزال عالم اليوم يخضع لضغوط التي تفرضها عدم قدرة الاقتصاد العالمي على إيجاد مسار للنمو يكون متوازنا ومستداما. ولقد قامت منظمة العمل الدولية بدعم العديد من المبادرات للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جميع أنحاء العالم، اقتناعا منها بأنه يمثل رابعة أساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية والإدماج الشامل، مما يساعد على معالجة أزمة البطالة خاصة لدى الشباب، وذلك بما يوفر هذا المنوال الاقتصادي من فرص عمل دائر ومستدام. وفي مجال النهوض بهياكل ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، تملك منظمة العمل الدولية تقليدا عريقا وخبرة عميقة، حيث أنها قامت منذ سنة 1920 في سنة واحدة بعد إنشائها ببرد وحدة تعنى بالتعاونيات، كما أنها اشتغلت على تطوير مفهوم التمويل الاجتماعي، واهتمت في الفترة الأخيرة بدعم والنهوض بالمؤسسات الاجتماعية والمبادرات الاجتماعية. وقد أثبت الاقتصاد الاجتماعي والتضامن نجاعة في العديد من البلدان كأحد أبرز الحلول الاستراتيجية لمكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشية وتسهيل عملية المرور من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتقليص التفاوت بين الجهات وخلق ديناميكية اقتصادية وفرص عمل، كما أنه يمثل مقاربة بديلية لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم، وحلول جديدة للتمويل والادخار نظرا لترابطه العميق مع التنمية المحلية. حضرات سيدات وسادة، إن التوجه نحو اعتماد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأحد أبرز ركائز التنمية بالعالم يتمشى مع الأهداف الرئيسية لمنظمة العمل الدولية، ويلخص برنامج العمل الدائق الذي يهدف إلى تعزيز الحقوق الأساسية في العمل وتشجيع خلق فرص عمل دائق ومنتج، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي في مجال العمل مع التركيز على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saluer la présence aujourd'hui. J'avais cité le ministre luxembourgeois du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, non seulement parce que c'est un partenaire important pour le Bureau international du travail, mais parce qu'également son gouvernement attache une importance particulière à ces thèmes de la promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc je les cite parce que c'est le sang présent dans nos esprits par son engagement et l'engagement de son gouvernement sur les questions de promotion de l'économie sociale et solidaire. Je voudrais également saluer la présence de M. le haut-commissaire français de l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale, dont la présence ici au plus haut niveau pour représenter la France également confirme l'intérêt que la France accorde à cette thématique et à cette initiative. Je rappelle que M. le haut-commissaire était l'auteur du programme du président Macron en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire. Je pense que le président a bien fait de vous dire vous avez de bonnes idées, allez-y les mettre en place en tant que haut-commissaire.
Je voudrais aussi, sans tarder, souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas, qui a pris récemment fonction en Tunisie. Monsieur a été au nom du BITP cessé dans ses nouvelles fonctions. C'est ici le lieu et le moment pour moi de rappeler que les Pays-Bas ont été, sur la question de l'économie sociale et solidaire, des pionniers et des précurseurs en Tunisie, très tôt, juste après le déclenchement de la révolution de janvier 2011. Et au Bureau international du travail, nous sommes très fiers et très heureux de cette coopération multilatérale à travers notamment plusieurs programmes dont les résultats sont connus et reconnus ici en Tunisie. Tout à l'heure, Monsieur le ministre, vous avez cité, Madame la Présidente, vous avez cité le programme Promesse. Je dois dire que ce programme Promesse est l'enfant d'un autre programme qui s'appelle Départ, qui a été aussi lancé par le gouvernement des Pays-Bas. Et le programme Promesse a été construit sur les excellents résultats enregistrés par ce programme Départ ici en Tunisie. الذي كان شعاره المرأة في الوسط الريفي محرك التنمية المحلية المستدامة، وأعلن خلاله عدة إجراءات لفائدة الفلاحات والنساء بالوسط الريفي بصفة عامة، تكريسا لمبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويمكنكم اليوم الرجوع للصحافة اليومية اليوم لتستعرضوا أو لتطلعوا على مختلف الإجراءات التي أمر بها السيد رئيس حكومة ملفات المرأة في الوسط الريفي، وبدوره الفعال في تقليص نسب البطالة ودعم الناتج الوطني الخام وفي الحد من الاقتصاد غير المنظم لإدماجه في الدورة الاقتصادية. وإن إرساء منظومة شاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يستوجب وضع إطار قانوني مناسب، دعم التكوين والإرشاد في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تمكن من رسم مسار للتنمية المستدامة والملائمة لكل مجالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ومنها الفلاحية. في الختام أتقدم بالشكر لمنظمي هذا الملتقى وأرجو لكم النجاح في أعمالكم. السلام عليكم. Je me réjouis particulièrement de la présence de votre responsable tunisienne et étrangère, de partenaires économiques et sociaux, de représentants des institutions nationales, refusaient même de se réunir autour d'une table. Mais ça fait part d'un processus. C'est pas grave, du moment où tout le monde est engagé à contribuer à l'intérêt national. La transition écologique, M. Christophe Itier, très engagé et très actif sur le terrain de l'ESS. Vous pouvez le retrouver souvent sur sa page Facebook. Mesdames et messieurs, j'appelle tout de suite M. Christophe Itier. Merci après cette introduction, vous mettez un peu la pression. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, un moment historique parce que si elle n'a pas encore gagné, et finalement, je dirais, peu importe le poids économique qu'elle pèse dans nos pays respectifs, parce que tout ça est aussi question d'histoire et puis aussi de définition de périmètre, peu importe ce poids économique, ce n'est pas encore le modèle économique auquel l'économie sociale et solidaire apporte des réponses à la fois sur l'accueil et l'intégration et l'insertion des personnes qui quittent leur pays, quelle que soit leur raison, pour aller vers un lendemain qu'ils pensent meilleur, mais aussi pour travailler dans les pays d'origine à faire en sorte que ces problématiques soient résolues et que certaines des causes font que les hommes, des femmes, des familles entières quittent et s'arrachent à leur pays, et c'est jamais un choix. Et puis par ailleurs, cette dimension financière n'est pas suffisante, il y a aussi l'aspect réglementaire. Souvent quand on innove, quand on crée ces entreprises sociales, on se heurte à des cadres réglementaires parfois un peu contraignants. Et donc, nous avons lancé en France, nous avons fait des hackers publics. Donc, le hacking technologique, l'appliquant à l'administration, sont des fonctionnaires qui sont chargés d'aller